saupoudrer jusqu'à que ça arrive à fleur. C'est bon. C'est bon? La sculpture, c'est pas... Il y a une préparation des choses, on réfléchit, on regarde ce qu'il faut faire. Alors, il y a tous les outils sont bons. Hein. Jean, vous allez me raconter ça tout à l'heure, parce que là j'ai plein de rendez-vous dans le quartier. D'abord, je vais aller retrouver la maison de Georges Brassens. Vous savez qu'il habitait dans le quartier, Georges Brassens? Impasse Florimond. Ouais. Hein, un endroit où il a écrit ses plus belles chansons d'ailleurs. Ouais. Il habite entre 44 et 66. Oui. Alors, je vais en parler avec Michel. Et Michel, c'est un passionné de Georges Brassens qui lui a même consacré une web radio. Après, je vais retrouver mon ami Frédéric Gersal qui m'attend place Flora Tristan. C'est pas très loin d'ici. Frédéric, vous allez tout me raconter sur cette grande féministe du 19e siècle? Ben oui, Yvan, je suis venu tout vous raconter sur cette femme, la première militante socialiste, la première militante féministe. Elle est là, son nom est partout présent dans le quartier. Après, j'irai dans un endroit, un café associatif, où les gens se sont vraiment battus pour le créer, ce café associatif, puis ça correspond vraiment à l'esprit du quartier. Et là, ma première mission, c'est de retrouver l'atelier de Giacometti. L'atelier de Giacometti, c'est rue Hippolyte Mindron, c'est pas loin d'ici. J'ai bien connu, lui. Je peux prendre ma journée, maître? Mais faites donc, mon cher. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue d'Alésia dans le 14e. Une promenade insolite dans cet ancien quartier populaire, devenu résidentiel et familial, mais qui a su garder son caractère frondeur. Ici, dans ce gros village calme et secret, il faut prendre son temps, parler avec les habitants et se perdre dans les passages et les ruelles pour découvrir des endroits pleins de charme. Et ce n'est pas un hasard si ce quartier est depuis longtemps le lieu de résidence et de création de nombreux artistes. Vous cherchez quelque chose? Je cherche l'atelier de Giacometti, je pense que je suis au bon endroit. C'est ici. Ici? Oui, c'est ici. C'est tout ça? Non, non, uniquement ça, c'est tout. Vous êtes du quartier, vous? Oui, j'habite à côté. Où ça? Là, dans la petite maison en face. Ah, la petite maison, là, Oui, qui est dans son jus, là? Oui. D'accord. Donc vous avez croisé Giacometti? Oui. Vous le voyez de temps en temps? Je le ramenais le soir, au petit matin. Quand il avait un peu trop bu à Montparnasse. Ah bon? Oui. Vous me montrez votre maison? S'il fait pas chaud, je prendrais bien un café. M'inviter? Oh, si vous voulez. Ah, vous êtes gentil. Elle est comme elle était en 1800 et quelques. Mes grands-parents l'ont achetée en 1896 ou 97. D'accord. Bon, ben venez, entrez, je vais vous montrer quelque chose. C'est où? C'est par là? Oui, c'est tout droit. Je m'installe, hein? C'est tout droit. Tenez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez voir. C'est la maison de que Giacometti a fait. C'est la maison d'en face, c'est nous. Peinte par Giacometti. Oui. C'est super chic quand même d'avoir votre maison peinte par Giacometti. Oui. Vous avez d'autres œuvres comme ça? Non. Non? Non. Donc ici, c'est vraiment la maison de famille. Oui. Et vous êtes arrivé quand à cette maison alors? Eh bien, moi, je suis arrivée à mon mariage, quand je me suis mariée en 63. J'ai jamais bougé depuis. Et vos enfants étaient élevés ici? Ah oui. Ah oui. Vous voyez le fauteuil? Oui. C'est le fauteuil de ma grand-mère. Et alors jamais vous avez été sollicité pour... Si, c'est des centaines de fois. Par les agents oui, parce immobiliers, qu'ils voudraient prendre les promoteurs. le pavillon à côté, la maison, Ouais. c'est pas pavillon, la maison d'à côté, et ça leur ferait faire un petit immeuble. Parce que nous, on est trop petits pour une maison, on est trop petits. Et à chaque fois, vous dites non? On dit non. Pas question? Pas question. Même avec une grosse somme d'argent? Non. Et pourquoi? Non. Parce que c'est notre maison. C'est la maison de famille, c'est la famille. Ça, on n'y touchera pas. Mais là, vous avez quitté un moment quand même pendant la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Mais pendant la guerre, mes parents ont acheté une maison du côté de Blois, à la campagne, et on était avec mes tantes. Qu'est-ce qui est devenu pendant cette période-là, la maison? Eh bien, la maison, elle a été louée à des amis, gracieusement ou quoi, parce qu'il fallait qu'elle soit occupée, sans ça, elle était réquisitionnée. Et une fois, il y a eu un
noir américain qui est venu, un grand noir américain, et qui jouait de la musique. Et il s'était installé dans la cave, en bas, et il faisait son petit club. De jazz. De jazz. C'est un des premiers clubs de jazz, c'était ici à Paris. Oh, je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Et vous me la montrez un peu, la maison? Parce que moi, j'ai envie de la visiter. Ben allons-y. Vous m'emmenez où, là? Ah, vous allez voir, à l'étage. Au grenier? Oui, dans les greniers. Il y a toujours plein de secrets de famille dans les greniers. Ah, toujours, toujours. Vous voyez, là, c'est mon grand-père qui a acheté, c'est lui qui a acheté la maison. Ah, c'est le papy. Voilà. Il s'appelait comment? Il s'appelait François Pierre. Et qu'est-ce qu'il faisait, François Pierre? François Pierre, il travaillait au Bon Marché, qui venait de s'ouvrir à l'époque. Ah, le grand magasin à la Oui, gauche. Ouais. il y avait beaucoup de religieuses qui venaient là. Et il était au ruban, enfin, un truc comme ça. Vous ne l'avez pas connu? Ah non, du tout. Vous n'avez pas connu votre grand-père? Ah non, il est mort en 1916, un truc comme ça, pendant la guerre. J'ai toujours ces jumelles qu'il avait dans les tranchées. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah ben venez voir. Vous allez voir. Ça c'est une chambre, mais ça, elle a toujours existé. Bah, les voilà, les fameuses jumelles. Voilà les fameuses jumelles. C'est les jumelles de la guerre de 14 qu'il avait dans les tranchées. Elles ont toute une histoire, elles en ont vu des choses, ces jumelles-là. Oui, des horreurs. Oui, surtout des horreurs. Surtout des horreurs, oui. Bah, merci, Marie-Hélène. Merci de votre accueil. Oh, bah, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Et puis, je souhaite vraiment, vraiment de garder cette maison et que vos petits-enfants puissent la garder. C'est important, non? Oui, 4 générations. Bah, merci beaucoup. Je vais aller voir aussi, un peu plus loin, un endroit un peu particulier. Hein, oui. C'est un Passe-Florimont. Vous savez qui c'est qui habitait à Passe-Florimont? Non, je ne connais pas. Bah alors, Georges Brassens. Ah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr, il y a sa maison là. Bah oui, ah oui, ah bah c'est un Passe-Florimont. Oui, moi j'appelle ça la rue d'Alésia. Oui, enfin, j'ai envie de vous embrasser. Oh bah on s'embrasse. Et moi je vous regarderai à la télé. Il y a intérêt, je compte sur vous. Au revoir, Marie-Hélène. Au revoir. Ça va? Ça va? Super! Michel, je suis ravi de te rencontrer parce que tu es un spécialiste d'un grand bonhomme qui habitait dans le quartier, qui s'appelle Georges Brassens. Comment ça s'est passé pour toi la première rencontre avec Georges Brassens? Je travaillais à la radio et puis à Europe 1. Et donc j'ai fait des émissions avec lui, une émission qui s'appelait Campus. Et il est devenu un peu le parrain de cette émission. Donc il venait pour nous présenter son disque, on enregistrait des émissions avec ses copains chez lui, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, un petit café. Ah oui. Ça va nous réchauffer. Et toi, tu es devenu passionné comment alors? Parce qu'aujourd'hui, tu consacres quand même une partie de ta vie à Georges Brassens, tu l'as même consacré à une web radio. Ouais. Avec deux copains, écoute, on s'est dit il y a à peu près 5-6 ans que c'était dommage qu'on n'entende pas plus l'ensemble de l'œuvre de Brassens. Parce qu'il y a plein de gens, hein, mais des Israéliens, des Polonais, c'est dingue. Hein, au monde entier, dans le monde entier, il y a des gens qui ont chanté des œuvres de Brassens et écouté ce qu'il dit aussi. Même les Beatles se sont intéressés à Georges Brassens, non? Oui, ça c'est marrant. Quand ils viennent une fois, la première fois qu'ils viennent à Europe 1, quand on leur a demandé, moi je leur ai demandé alors qu'est-ce que vous connaissez de la chanson française, McCartney m'a dit rien du tout, mais j'ai entendu un gros mec avec une guitare, c'était intéressant et différent. Il avait repéré Brassens, la musique. Donc aujourd'hui, tu es un collab sur l'artiste. Vas-y. Il habitait où dans le quartier alors? Il habitait un Passe-Florimont, à 100 mètres d'ici. Oui. On finit notre café, puis tu vas monter tout ça. Ouais. Sa tante habitait rue d'Alésia et après, il a été obligé pour échapper au STO, le service du travail obligatoire, et être amené en Allemagne. Il a été obligé de se planquer et sa tante, qui habitait dans le 14e, lui a dit tu vas aller chez ma copine Jeanne qui habite un Passe-Florimont. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume.
Dis-moi, heureusement qu'il y a un portrait de Brassens à l'entrée de l'impasse, parce qu'on pourrait la louper, l'impasse. Elle n'est pas grande. Je pense que quand Brassens montait ou descendait à l'impasse, il n'y avait pas beaucoup de place pour quelqu'un d'autre. Ouais, parce que le Et bonhomme lui, était il imposant. Ouais, c'était un colosse. c'est donc là. Dans l'état. Ok. Donc ici, il s'est planqué, Ouais. pour pas qu'on le récupère. Ouais. Et il est resté combien de temps en tout? Alors après, il est resté de 44 à 66, 22 ans. Alors, il vivait avec qui, là, ici? Alors il y avait Jeanne, donc, qui était quand La même fameuse Jeanne. une dame qui a 30 ans de plus que lui. Ouais. Son mari, qui est un brave gars, et ça a fait un petit ménage à 3. D'accord. Et c'était dans des conditions assez spartiates, quand même. Ah oui, c'était quasiment un taudis. Il y avait une petite pièce, Jeanne avait une chambre en haut, le mari dormait dans un atelier, etc. Et il y avait une salle à manger avec une petite cuisine, et c'est là où Brassens dormait. Comment il est parti d'ici? Pourquoi il est parti au bout de 22 ans? Alors ça, c'est extraordinaire. La fameuse dame, Jeanne, donc, elle a plus de 70 ans, et d'un seul coup, elle tombe amoureuse d'un mec qui doit avoir 30 ans, tu vois. Et elle décide de l'épouser. Donc là, Brassens s'est dit, c'est peut-être le moment de se barrer. C'est une cougar, Jeanne. Alors ici, il a écrit plein de chansons, alors. Il en a écrit plein. Il parle de Montparnasse, il parle de la rue de la Gaîté, il parle des petits bistrots. Dans une chanson qui s'appelle Bistrot, d'ailleurs. Le vieux bistrot, ouais. Le vieux bistrot, Ouais. que tu connais bien. Ouais, dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place. Il est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Dégueulasse. Ouais. Il a fait une chanson sur Jeanne, Oui. la canne de Jeanne. Il a l'Auvergnat, la chanson L'Auvergnat, c'est Marcel. C'est le mari de Jeanne. Est-ce que c'est un artiste qui a traversé les générations? Je pense que quand on a l'esprit ouvert, qu'on a envie d'être, qu'on est curieux, qu'on aime la langue française, qu'on a envie de liberté, d'autonomie et qu'on a envie d'être tolérant, on ne peut pas se passer de Brassens. À bientôt. Salut. Salut Michel. Merci. Tous, toutes, sans doute, garderont longtemps le souvenir de la canne. Et il est où notre Frédéric Gersal? Frédéric? Alors il est où? Il est où l'animal? Vous êtes là? Pourquoi vous vous cachez? Vous avez vu? Bah oui, je vois votre slogan, libérer la femme. Libérer la femme, liberté pour les femmes. Ça tombe bien, on est place Florent Tristan. Bah, c'est pour ça que j'ai Grande apporté ça. militante de la cause féministe. Et voilà, c'est une dame qui a marqué l'histoire du 19e siècle pour la liberté des femmes, pour la liberté d'expression et pour la liberté des ouvriers, figurez-vous. Alors sa vie commence en 1803 à Paris. Elle est issue d'une famille, sa maman est française et son papa est d'origine hispano-péruvienne. Il s'appelle Tristan y Moscoso. C'est rigolo. Oui. Eh ben, c'est un noble personnage, il a une sacrée fortune. Et puis malheureusement, quand elle a 4 ans, elle perd son papa. Et impossible de prouver le mariage entre sa maman et son papa. Donc il se trouve d'un seul coup, sa maman comme elle, déshéritée, sans revenus, chassée de leur appartement parisien. Elles n'ont plus rien, elles vivent dans une extrême pauvreté. Et puis il va falloir gagner des sous, donc à 17 ans, voilà qu'elle entre chez un graveur, et puis elle va tomber amoureuse. Et ils vont se marier. Et puis très vite, ça tourne vinaigre, et il devient violent, mais très violent. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point où elle est obligée de quitter le domicile conjugal parce que le divorce est impossible. Ah oui, c'est vrai que c'est interdit depuis 1816. Elle confie ses enfants à sa maman et puis elle va voyager en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Elle va découvrir et entendre des choses qu'elle va mettre dans un livre puisqu'elle va aller jusqu'en Inde, jusqu'au Pérou. Et dans son livre, Pérégrination d'une paria, puisqu'elle est rejetée par tout le monde, elle commence à raconter sa vie de femme qui ne peut pas divorcer et elle va prendre cette cause féministe à bras-le-corps. Et puis quand elle rentre, il y a eu la séparation de corps avec son mari, ils ne peuvent pas divorcer, mais séparation de corps, il devient fou de rage, il prend un pistolet qu'il a acheté la veille chez un armurier et il tire. Elle lui tire dessus. Et il la touche en plein cœur, presque, à côté du cœur. Alors heureusement, elle va se remettre de ses blessures, lui il va être arrêté, jugé, condamné à 20 ans de prison, et à partir de ce moment-là, elle a sa totale liberté. Donc elle s'est battue pour le divorce, j'imagine. Absolument, alors. mais oui, mais jamais le divorce ne sera accepté de son vivant. Comme évidemment le procès a eu un retentissement incroyable, on achète son livre, on veut savoir ce qui se passe, eh bien elle en profite pour raconter d'autres choses. Elle veut défendre d'autres causes, et notamment la cause ouvrière. Alors elle va aller à Londres, et elle va découvrir dans cette capitale anglaise, là où il y a la révolution industrielle, elle va raconter les difficultés des ouvriers et des ouvrières, et puis elle va créer l'Union
l'Union ouvrière. Et là, elle va dire, mais si tous les ouvriers de tous les pays dans le monde s'unissent, ils vont avoir une telle force qu'ils vont pouvoir bousculer les choses. Ça me rappelle le slogan de Marx, ça, non? Elle a des années d'avance sur ce que dira Marx, Karl Marx, bien des années plus tard, quand il dira « Prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Cette femme qui va prendre son bâton de pèlerin, faire un tour de France, elle arrive à Bordeaux, elle tombe malade et elle meurt à Bordeaux en 1844. Donc très jeune. 41 ans. Sa fille a 19 ans. Elle va se marier quelques années plus tard avec un dénommé Clovis Gauguin. Ah, ça m'évoque un peintre, ça. Mais un grand peintre du 19e. Et pour cause, elle va d'abord avoir une fille, puis un fils qui va se prénommer Paul, le célèbre peintre. Paul Gauguin est le petit-fils de Flora Tristan. Sacrée histoire. Sacrée histoire, et c'est normal qu'elle ait une place à Paris et dans notre cœur. Dans nos cœurs. Merci Frédéric. Merci. Allez, je vous vois. Oui, Vous prenez votre slogan? Libérez la femme, libérez la femme. Alors, maître, ce taureau. Ben, il est docile encore. Oui. Oui, Il se tient bien? tiens bien, il vient. Dites-moi, Jean, Oui. moi ce que je voudrais que vous me racontiez, c'est ça. Enfin, c'est plutôt lui. C'est le général de Gaulle. Oh, Parce qu'on vous connaît aussi pour les grandes commandes. Pourquoi notre ami de Gaulle est tout nu, là? il est tout nu parce que quand m'a demandé de faire le concours, ça remonte à quelques années, c'est 98. J'y arrivais pas, je faisais un Jacques Tati. Je faisais quelque chose de Rennes, enfin il y a des maquettes Ouais. d'ailleurs que j'ai cassées. Comment ça, une démarche à la Tati? Non, je veux dire, Tati. Ah oui, enfin. oui. Ouais. Donc j'y arrivais pas. J'ai pensé d'abord à lui, descendant les Champs-Élysées après 4 ans et demi de... Ce jour-là, c'était quoi? C'était la libération de Paris. C'est la libération de Paris, mais c'est le 25 Août. août, oui. Puis comme je n'y arrivais pas, j'ai dit je vais le chercher à poil pour l'habiller après. Et puis j'ai gardé le képi, ce qui m'a complètement libéré, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai pu travailler. De Gaulle, c'est pas simplement un grand monsieur dégingandé qui descend les Champs-Élysées. Il y a ce jour-là, il est habité par plein de choses, quoi. J'ai préféré que ce soit plus intérieur que spectaculaire, quoi. Comment ça s'est passé? La commande de Gaulle, Ouais. c'est d'abord un concours. J'ai fait d'abord le concours de la statue de Winston Churchill, dont la maquette est là-haut. Et c'était en 96. Et puis la sculpture de Churchill a eu le succès, a été inaugurée par la reine d'Angleterre, le président de la République. Et puis 2 ans, enfin un peu après, ils ont lancé un concours pour la statue du général de Gaulle. Je dis pourquoi moi? Elle me dit vous ne l'aurez sûrement pas, mais vous avez travaillé sur Paris, participez. J'ai participé, puis je l'ai décroché. Quand j'ai terminé cette sculpture à la fonderie, il y a un motard qui vient avec un gars de l'AFP. Et le motard s'appelait Jojo. Jojo avec une casquette, le parigot, très sympathique. Il arrive à me dire ça, mon pote, c'est la cravate du général. Il a reconnu la cravate du général. C'est signé encore plus de Alors j'ai dit, mais personnages. pourquoi tu dis ça? Pourquoi vous dites ça? Ah ben, je l'ai suivi souvent en moto, je le connais, sa cravate. C'est une anecdote invraisemblable, quoi. Ben, ça Si je voulais acheter un général de Gaulle pour mettre dans mon jardin. Eh bien, il faut 500 000 euros. Ah oui, quand même. Il y a d'autres grands hommes aujourd'hui qui vous inspirent? Vous avez fait le tour. J'en ai marre des grands hommes. Ici, c'est votre atelier, Oui. un de vos ateliers. Oui. Mais il y en a un autre à côté où vous habitez aussi. Où j'habite aussi, où j'ai commencé ma carrière, comme on dit. Ouais, c'est là que tout a commencé. On va voir à quoi ça ressemble. Ok, on Vous y va. montrez? On y va. Allez, on y va. Voilà. Jean, ce quartier, vous l'avez jamais quitté, vous alors? Non, je n'ai jamais quitté. Jean est arrivé à l'âge de 19 ans dans le 14e. Embauché par un mouleur, il reprend l'atelier à sa mort et le transforme en lieu de vie et de production intense. En 1961, à 31 ans, il obtient le célèbre prix de sculpture Antoine Bourdelle. C'est le temps de la reconnaissance. Il est nommé professeur aux Beaux-Arts de Lyon, mais il démissionne au bout de 3 ans pour revenir dans la capitale, là où tout a démarré, Villa Malbaie. Rentrez.
Donc là, on était dans le premier atelier. Premier atelier. Vous avez commencé ici. J'ai commencé ici. J'ai commencé par travailler ici, faire toutes ces sculptures, là, ont été faites ici. Et parce que moi, j'aimerais qu'on vienne un peu sur votre carrière. Vous êtes stéphanois d'origine. Oui. Vous êtes arrivé à Paris à 19 ans. Oui. Mon père a eu 7 enfants, mais mon père, si je fais de la sculpture, c'est grâce à lui. Il était cheminot, et sa passion, c'était la sculpture. Parce qu'il modelait, la sculpture sur bois. Et moi, tout petit, je l'ai suivi sur l'établi, la cuisine. Je prenais ses outils, je dessinais, et je n'aimais que ça. Mon père était assez pragmatique, et il m'a dit, bon, tu veux faire de la sculpture pendant les vacances, tu vas aller apprendre à tailler la pierre. Donc, à 14 ans, il m'a mis chez des marbriers monuments funéraires. Ouais. Hein. À 16 ans, j'ai appris à Lyon le métier de metteur au point, c'est-à-dire d'agrandir des sculptures. Et à 19 ans, j'avais un métier de... Vous étiez artisan, vous êtes J'étais artiste. artisan. Mon père avait c'était un homme extraordinaire, mais qui était, comment dirais-je, pour lui, les artistes, c'était des gens merveilleux, des purs esprits, tu parles. Enfin bon. Et il n'avait pas conscience de la difficulté. Je ne voulais pas le décevoir. À l'école des Beaux-Arts, j'ai travaillé, je ne voulais pas le décevoir, j'étais un peu premier partout, quoi, parce que je travaillais. Puis j'aimais ça, je vous dis, j'aimais ça. J'ai eu la chance de faire que ce qui me plaisait. Merci. Je vous en prie. Salut. Pour terminer ma balade, j'ai rendez-vous avec Annie, la vice-présidente de l'association Le Moulin à Café, dans le jardin de la place de la Garenne. C'est ici, dans les années 90, que les habitants ont défendu leur cadre de vie solidaire contre un projet d'urbanisme sans âme. Bonjour Annie. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vous l'embarque? Oui. Hein? Il paraît qu'elle est incollable sur l'endroit. Est-ce que vous habitez dans le quartier depuis combien de temps maintenant? Depuis bien 30 ans. C'est à peu près quoi? C'est à peu près 10 ans ça? Cet endroit a été inauguré dans les années 2000. C'était autrefois un petit peu un endroit qui ressemblait à rien. Une friche industrielle? Voilà, un petit peu. Donc qui était fermé. Et à partir du moment où les travaux, où les immeubles, où tout a commencé à pousser, il y a eu une traversée du quartier. Donc on pouvait communiquer, parce que l'avant c'était Avant, fermé là, on ne c'est pouvait ça? pas communiquer. D'accord, donc là on Voilà. peut traverser, passer de l'autre côté. Tout à fait. C'est un endroit ouvert. Et pourtant ça fait quand même comme un petit village au Tout à cœur fait. du 14e. Ça reste un endroit un petit peu fermé, tellement fermé, je dirais qu'il y a encore beaucoup de gens dans le quartier qui ne connaissent pas. Ici, ce qui est le cœur vraiment du village, c'est là, c'est à côté. Exactement. C'est quoi, ça? Le cœur du village, c'est le café associatif qui est là, c'est le Moulin à Café. Moulin à Café, donc, qui a démarré en 2000, hein, qui a fêté ses 10 ans en janvier. Voilà, qui est devenu une valeur sûre dans le quartier. C'est quoi? Le partage, la solidarité, Tout à fait. vivre ensemble? Oui, exactement. On va aller le voir ce café. On va Hein? y aller. Vous m'y accompagnez? Allons-y. Bonjour, bonjour à tous. Nous revoilà. Mais dis-donc, il y a du monde. Mais oui. C'est complet. Eh ben, écoutez, salut. Ça va? C'est habituel. Oui, oui, oui. Et c'est très varié. C'est ouvert à tout le monde ici. C'est ouvert à tous. Comment on devient membre de ce café associatif? Il suffit de prendre sa carte Il suffit de prendre sa carte. Ça vaut Tout à combien? fait. C'est 12 € pour l'année. 12 € pour l'année. Et là, on peut venir autant de fois qu'on veut. Tout à fait. C'est un lieu ici qui va permettre aux autres. Hein. Donc permettre de se réunir, permettre de se rencontrer, permettre de rompre la solitude, permettre de montrer ce qu'on fait. Par exemple, au fond, on a une petite expo de sculpture. C'est une adhérente qui travaille la terre, qui suit des cours. Et donc, elle a fait une petite expo avec son travail. Alors, en plus de tout ça, il y a une partie restauration le midi. Donc, restauration, midi et soir. Pour 4,50 €, vous avez vraiment une assiette de qualité, familiale, sans prétention, mais qui est totalement suffisante. Aujourd'hui, vous avez combien de membres à peu près?
Environ 1400, entre 1400 et 1500. Ah oui, c'est pas mal. Oui. C'est une grosse association, oui. Ça s'écrit comme ça? Ah oui. Hein? Oui, ça s'écrit comme ça. Ah bah ouais, c'est pas pareil. Hein. Et oh, Marie-Thérèse, 42 d'un coup. 42, franchement. Dites-moi, vous venez souvent ici? Le mardi, le jeudi, oui, souvent. Ah bah oui, souvent. Comment vous avez appris l'existence? En allant visiter les jardins, il y avait la journée des jardins, et en mois de septembre, je suis passée là, je suis rentrée, et voilà. Et depuis, vous n'avez pas quitté? Non. Qu'est-ce qui vous plaît ici? L'ambiance, c'est ouvert aux jeunes, moi jeune, c'est pas cloisonné. C'est comme on dit, intergénérationnel. Voilà, exactement. Marie-Thérèse, je vais vous laisser jouer. Moi, je vais en profiter pour dire au revoir à nos spectateurs parce qu'on va terminer l'émission ici, dans cet endroit hyper sympa. Moi, je le conseille vraiment. Vous pouvez aussi voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Je vous invite aussi à venir me parler, me dire ce que vous avez aimé, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Ciao, ciao.